bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On continue et on ajoute des briques à notre maison en rappelant évidemment ce qu'on a vu avant. C'est important de très bien maîtriser toute la partie, on va dire partie 1 de la structure de tendance, on va dire les blocs principaux de la structure. Après on a vu donc qu'ils pouvaient s'organiser dans différents ordres et différentes structures de tendance, la plus probable restant quand même la vague 3 étendue, on va dire la plus généralement visible sur les marchés financiers, avec donc les petites altérations qu'on peut voir en fonction donc soit de la liquidité, soit de l'aspect spéculatif un peu exacerbé de certains actifs, forçant de shifting vers soit une vague 1 étendue, soit une vague 5, en n'oubliant pas encore une fois que ce sont des structures théoriques, c'est-à-dire que ces trois structures ensemble représentent quasi plus de 95% des structures de marché, mais il reste toujours une partie chaotique qui ne respectera aucune de ces règles pour des raisons évidemment souvent externes à la technicité, c'est-à-dire des raisons soit fondamentales qui vont pousser les prix dans une direction pour une raison qui n'a rien à voir avec des structures préparatrices de prix, mais voilà, encore une fois, toujours pareil à ce stade-là, j'espère que vous avez quand même compris que les structures techniques n'expliquent pas le marché, qu'elles permettent juste de les faire rentrer dans une petite boîte. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour rajouter au-delà donc de ces structures de tendance, et j'insiste bien, je l'ai mis d'ailleurs dans le code couleur de cette vidéo, je vous la mets en jaune-orange parce qu'il me semble que cette vidéo n'est pas une vidéo par palier comme vous pourriez le penser avant, où j'apprends une pattern et son application est relativement facile. Là, on rentre dans quelque chose de plus compliqué qui va introduire de nouveaux biais psychologiques. Donc, on fera une émission sur la psychologie qui fera probablement suite à celle-ci ou peut-être dans 2 ou 3 émissions derrière, parce que j'ai d'autres petites patterns de suivi de tendance à vous apprendre en plus de celles qu'on va voir aujourd'hui. Mais comprenez donc bien que là, on rentre dans le dur, le vif du sujet. Il faut vraiment à ce stade-là maîtriser tout ce qui a été vu avant, pas juste l'avoir vu, survoler, un petit peu pratiquer. Là, il faut vraiment avoir confiance dans ces tendances, être vraiment capable d'identifier vos breakouts avec une probabilité plus que raisonnable de les voir se poursuivre, donc vraiment maîtriser vos structures de tendance, pas que la vague 3 étendue, pas que la 5, etc. Maîtriser l'ensemble de tout ça. Et surtout, le message que je vais vous passer ici en introduction, avant même de rentrer sur la partie technique, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un switch, j'apprends la pattern, je l'applique. Vraiment, ce qui sera important aujourd'hui, c'est de comprendre que cette pattern est graduelle, un petit peu comme quand vous avez appris la 3e borne de range. La règle était de ne pas vous y exposer dans l'immédiat, de faire un travail de préparation, à savoir donc de faire du replay, de le voir sur des graphiques historiques pour bien vous imprégner de la pattern, de sa psychologie, et la mise en pratique doit être vraiment progressive. On avait insisté là-dessus sur la 3e borne, j'insiste à nouveau ici. Ça peut paraître simple, ça ne l'est pas. Et surtout, comme je vous dis, le résultat financier de ce suivi de tendance est conséquent. Quand vous maîtriserez ces patterns-là, là, vous verrez réellement votre capital monter. Et encore une fois, c'est pas si simple que ça. Il y a une certaine dose de subjectivité ici et surtout des pools de risques qui peuvent être dispersés un peu partout. Autrement dit, il faut vraiment que toutes les briques soient bien enchaînées, bien maîtrisées avant, parce que si vous avez des petites erreurs sur différentes choses, comme le placement de la 3e borne de range, le placement des objectifs de breakout, toutes ces petites choses, encore une fois, qui si elles sont maîtrisées, pas bien maîtrisées, vont introduire des zones de risque, puisque là, les règles qu'on va appliquer nécessitent une parfaite connaissance de toutes ces choses-là. Ceci dit, on va quand même avancer, je ne veux pas non plus vous faire flipper, c'est tout à fait faisable. Le seul truc, c'est que je connais les biais d'impatience et je sais que vous avez envie de bouffer tout le contenu pour avancer très vite. Soyez donc conscient que celui-ci, si vous tentez de l'appliquer sans vous donner la pénitence de faire un petit peu de replay, regardez comment ça se passe sur un graphique, si vous essayez d'y exposer votre capital immédiatement au maximum des niveaux qu'on va donner, ça va pas forcément mal se passer, mais en tout cas, clairement, vous mettez pas les chances de votre côté, donc je préfère toujours assurer la sécurité, raison pour laquelle je vous fais une introduction aujourd'hui un peu longue et chiante. Ceci dit, on passe au PowerPoint comme d'hab, et après je vous donnerai un exemple graphique. Ok, alors donc la première des choses à comprendre ici, et la première des règles, c'est pour ça que je vous ai dit que ça nécessite une maîtrise absolument pointue des stratégies de tendance, parce que vous ne pourrez appliquer ces stratégies de suivi de tendance, que vous verrez souvent, peut-être même chez certains autres formateurs avec des noms différents, certains appellent ça la pyramidalisation de la tendance, etc. Voilà, donc ce sont toujours les noms différents, mais la finalité reste la même, ça sert simplement à augmenter le rendement d'une phase de tendance par une prise de risque plus accrue. Donc le principe étant comme toujours qu'il faut penser en termes de vase communicant, c'est-à-dire que quand vous prenez un petit peu plus de risque, il va falloir trouver quelque chose qui compense ce risque et un contexte dans lequel vous allez pouvoir le faire. Donc, nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est le fait que normalement, comme on l'a dit, dans un breakout, le marché a plus de probabilité d'aller dans un sens que dans l'autre, pour une raison qu'on a déjà vue, donc la disparition partielle de la contrepartie.
est temporaire et que globalement, ce temps représente moins de 20% des échanges globaux de marché, puisqu'on passe la plupart de notre temps dans des ranges ou en tout cas dans des phases qui approchent les ranges. Donc, c'est encore une fois une portion du temps bien définie. C'est une offre à durée limitée. Et évidemment, si vous dépassez le cadre de cette offre, eh ben, ça ne marche pas. Donc, on fait ça uniquement dans une zone qui est préposée. Et cette zone, c'est post-breakout, post-validation du breakout. Donc, encore une fois, je fais appel à vos notions. Je ne vais pas rappeler toutes ces choses-là. La validation, c'est le report du canal de tendance, pas du contexte. D'accord? Donc, un breakout validé, sinon impossibilité d'appliquer cette stratégie. Normalement, la stratégie démarre juste après la validation, puisque normalement, ce niveau causant des petits replis, ce sont ces replis qu'on va exploiter au sein de la tendance. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est appliquer une logique très simple. Tout comme on l'a vu dans les suivis de tendance, ça se fait toujours avec une logique en 3 time frames. Eh bien, aujourd'hui, on va tout simplement prendre l'amplitude maximale de cette prise de risque, c'est-à-dire que basé sur un time frame de référence, on va aller 2 time frames en dessous pour appliquer nos stratégies. Et donc, 2 time frames en dessous, c'est clairement très agressif, mais on va compenser donc cette prise d'agressivité par le fait que normalement, le breakout doit nous pousser beaucoup plus facilement dans un sens que dans l'autre, et c'est ce qui assurera la partie de sécurité pour compenser ce risque dans notre stratégie. Voilà pour la psychologie, le contexte dans lequel ça se passe. J'espère encore une fois que vous comprenez que ces choses-là nécessitent donc de savoir à quel moment on bascule dans le breakout, qu'il ne faut pas se planter sur le breakout, il faut attendre la validation, il ne faut pas être trop pressé, il faut évidemment apprendre à s'arrêter au moment de la divergence. Alors ça, je vais vous donner un petit peu toutes les clés de compréhension pour faire ceci. Donc voilà, il faut apprendre à gérer plusieurs time frames, donc il y a vraiment des notions ici, je vous dis, qui ne sont pas si évidentes que ça, surtout si vous faites partie de ces gens qui ont voulu courir directement jusqu'à l'objectif en mangeant les vidéos les unes après les autres. Ça nécessitera non pas seulement une compréhension de ce qu'on a vu avant, mais une pratique. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute ici, et à mon sens qui nécessite déjà une expérience passée, raison pour laquelle je considère que niveau couleur, on est aujourd'hui sur du jaune-orange. C'est vraiment des choses qui se mettent en place alors que vous-même, vous êtes en train de faire votre transition vers un trading plus expérimenté. Et ça se fait donc graduellement à travers le temps, je le rappelle encore une fois. Donc beaucoup de notions à savoir, etc., etc., etc. Par contre, clairement, quand vous maîtrisez cette pattern-là, ces patterns-là, plus 2 autres que je vous apprendrai après qui servent également à trouver des contextes en suivi de ces tendances, toujours dans les mêmes contextes phase de breakout, et voilà, vous comprendrez qu'une fois que vous arrivez à maîtriser ce truc-là, et que vous le maîtrisez bien, l'effet multiplicateur sur le capital est clairement assez impressionnant à ce niveau-là. Et là, clairement, il n'y a pas de doute, vous ne pouvez être que profitable dans le trading si vous arrivez à faire ce genre de choses. Puisque donc vous aurez des trades en suivi de la tendance en phase de breakout qui pourront dans certains cas de figure, si vous avez bien fait un travail spéculatif, être constitués d'une 3e borne de range dont vous aurez éventuellement gardé la moitié de la position, vous aurez éventuellement même pu trader l'accumulation à ce stade-là, plus un trade en breakout, plus 1, 2, voire 3 grand maximum trades en suivi de tendance. Autant vous dire que quand vous arrivez au niveau de la divergence, vous avez empilé 5 positions dans le meilleur des cas, parfois même plus si vous avez trouvé d'autres patterns intermédiaires que je vous apprendrai. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un rendement de 1, vous allez faire un rendement de 4 à 5. Vous allez multiplier clairement le rendement de la tendance. Attention, évidemment, ça nécessitera une bonne maîtrise de ces patterns. Comme je vous dis, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Et surtout ici, et c'est pour ça qu'on fera une émission psychologique, de nombreux biais psychologiques vont réémerger, soit du fait de l'exposition supérieure à la normale, puisque comme vous allez avoir plusieurs positions en cours, votre exposition à cet actif-là risque même d'utiliser un effet de levier, et ça va introduire différents biais émotionnels, raison pour laquelle on fera une émission psycho spécifique là-dessus. Allez, ceci dit, on est déjà 10 minutes dedans, je sais c'est beaucoup d'introduction blabla, mais encore une fois, si je parle beaucoup, c'est parce que les risques sont vraiment là, et que je sais aussi la façon et la constance que vous avez à les sous-estimer, raison pour laquelle j'insiste lourdement. Allez, on arrive sur la partie gestion du risque, réellement le dur de cette pattern. Donc, ça va se constituer, comme on l'a dit, avec un time frame de référence. Ici, dans l'exemple que je vais vous faire, on va prendre le time frame de référence daily. Comme on l'a dit, on travaille toujours sur une amplitude de 3 time frames, ce qui fait qu'on va aller se positionner sur le time frame inférieur, mais par contre, nous ferons à la fois une lecture conjointe du contexte et du canal de tendance, puisque le canal de tendance 4 heures n'est ni plus ni moins que le contexte horaire. Donc, dans ce cas de figure-là, en regardant notre canal, en regardant notre graphique 4 heures, on peut voir les 2 time frames inférieurs à notre time frame de référence daily. Ce qu'on va regarder ici, c'est donc l'occurrence de ces patterns que je vais vous décrire, et on va les regarder sur ces 2 time frames. Il faut arriver à ce stade-là à être capable de faire
de jongler entre la lecture du canal de tendance et du canal de contexte. Normalement, une bonne maîtrise des troisièmes bornes de range devrait déjà vous aider à faire ça sans trop de soucis. Et donc, la pattern qu'on va utiliser ici, c'est donc, cette pattern, on va la trader en horaire. On peut éventuellement la trader en 4 heures, mais c'est pas sûr et certain, et c'est surtout pas ce qu'on cherche à faire. Mais par contre, quand elle se met en place en 4 heures, on récupère les profits de tous les trades horaires dès qu'on atteindra l'objectif. Bon, vous verrez, on prendra des exemples sur le graphique, c'est beaucoup plus facile en mise en application. Voilà à quoi ressemble la pattern. C'est pas bien compliqué, bien entendu, mais ça requiert ici une très bonne maîtrise de deux stratégies qu'on a vues précédemment. Le positionnement de la troisième borne de range, il faudra clairement le maîtriser. Et là, la jugeote qu'on va utiliser, c'est qu'il faut être capable de le positionner et de le voir sur le canal de tendance. Mais comme on l'a vu, hein, c'est que être capable de switcher un time frame. Voilà. Donc être capable de positionner clairement vos troisième bornes de range sur les canaux de tendance, être capable de clairement savoir positionner votre ratio 1 pour 1. Alors, il ne faut pas le faire ici trop approximativement, il faut vraiment le faire correctement. D'accord? Et je vous rappelle, c'est le report de l'amplitude du range, pas juste de la petite dernière borne qu'il y a ici. Hein, d'accord? Donc l'amplitude de la plus basse clôture faite sur l'unité de temps tendance, reportée au-dessus. Enfin, voilà. J'espère que vous avez compris tout ça. Hein, donc voilà comment on fait. Il faudra savoir faire ça correctement. Donc tout ce qu'on va faire, c'est rechercher une troisième borne de range. Pour résumer, en gros, d'un point de vue pratique, ce qu'on veut, c'est donc le prix monte post-breakout, il va atteindre une zone de léger frein à court terme, il va retracer, casser le canal de tendance, retourner donc notre canal de tendance, revenir chercher une troisième borne de range ici, soit maturer, chercher une quatrième borne, peu importe, il y en a qui feront des plus bas, il y en a qui feront rien, mais il faut que la troisième borne soit validée. Qu'est-ce que la validation d'une troisième borne de range? Des notions que vous devez connaître. Eh bien, si vous avez un doute, vous allez sur le time frame inférieur, donc en horaire, et rappelez-vous, la validation, c'est au moins d'atteindre le canal de tendance sur cette UT-là. Canal de tendance que vous ne verrez pas ici, puisque vous le regardez en 4 heures. Donc il faut avoir vos yeux habitués, enfin bref, normalement il suffit de voir une réaction de prix post-troisième borne de range. Derrière, une fois que cette réaction est mise en place, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un ordre dans les carnets. Vous allez utiliser des ordres de type stop, c'est-à-dire à déclenchement de prix dans le sens du mouvement. Autrement dit, vous allez mettre un stop achat, ce qui veut dire que dès que le prix revient chercher la troisième borne de range, vous allez acheter le marché avec un stop loss sous le creux qui aura été fait là, ou celui-là si vous voulez, hein, mais normalement en général celui-là suffit s'il y a eu un triangle, et vous allez évidemment rien faire sur le ratio 1 pour 1. Ce n'est ni un TP ni rien du tout. Ce ratio 1 pour 1 est juste là pour valider votre trade, on va le voir juste après. Cette pattern peut se décliner en deux variantes, puisque évidemment, souvent, selon dépendant de la volatilité du marché et surtout de sa volonté de bourriner dans le sens de la tendance, vous allez souvent avoir ce qu'on appelle la troisième borne squeezée, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout ranger, on va juste bourrer le mou à l'achat, et généralement, cette stratégie-là va se constituer donc avec le même point de départ. Vous partez d'un mouvement acheteur, vous cassez le canal de tendance, qui va donc se retrouver ici, sauf qu'au lieu de trader la troisième borne de range et de la valider, on va la squeezer, c'est-à-dire généralement venir chercher un ratio 1 pour 1 à partir de la zone où la troisième borne aurait dû théoriquement se retrouver. Et évidemment, il faut absolument aller chercher ce ratio 1 pour 1, ce n'est pas juste conditionnel, c'est absolument obligatoire. Il faut aller retirer ce ratio 1 pour 1 et normalement se met en place derrière un pullback qui reviendra tester cette troisième borne de range squeezée. Alors évidemment, des fois ici, vous verrez une petite réaction de prix qui vous permettra de positionner clairement la troisième borne de range. Parfois, vous verrez rien du tout et ça va tirer en ligne droite. Dans ce cas de figure-là particulièrement, utilisez une notion mathématique toute bête. Si on a atteint le ratio 1 pour 1, votre troisième borne, elle est au milieu. Donc vous allez vous dire, si j'arrive vraiment pas à voir l'endroit où il y a eu une petite réaction de troisième borne avant de la démonter, eh ben vous prenez 50% entre le point bas et le point haut. Okay, prenez toujours les clôtures. Je vous rappelle que le ratio 1 pour 1 est reporté avec des clôtures, pas le point bas avec ses mèches et le point haut avec ses mèches. Prenez en clôture 50% et ça vous donnera normalement un positionnement plus qu'approximatif, mais correct, d'une zone sur laquelle votre rebond a de fortes chances de se mettre en place. Le stop loss se mettant donc bien évidemment sous le creux précédent. Donc ici, si vous avez compris, la stratégie n'est pas la même. Là, vous allez mettre un ordre stop dans le marché, là, vous allez mettre un ordre limite. C'est-à-dire que là, quand vous atteignez le ratio 1 pour 1, à ce moment-là, vous allez mettre un ordre limite achat dans le marché au niveau que vous aurez identifié comme soit la troisième borne de range si elle est visible, soit 50% approximativement du niveau. Le stop loss, vous le mettez directement dans l'ordre associé. Et puis pareil, là, dès qu'on va redéborder le niveau, vous atteindrez la validation. OK? Validation, on va le voir dans la gestion du risque. L'entrée se fait donc sur la troisième borne de range, cassée ou retracée en termes de niveau si elle a été squeezée. OK?
Le stop loss sous le dernier point, le risque de cette pattern ne doit jamais excéder 2%. Pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que 2%, ce sera dans le cas de figure où vous avez une vraie bonne confiance sur le breakout en cours, etc. Que la pattern, d'un son point de vue technique, est plutôt bien réalisée, etc., etc. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir éventuellement vous exposer avec un risque maximal de 2%. Mais ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que comme le time frame, ici, on est 2 time frames en dessous de notre objectif daily et qu'on va essayer donc de garder ce trade très longtemps, 2% de risque sur un tout petit stop loss, puisqu'il est donc positionné 2 time frames en dessous de notre référence, ça va représenter beaucoup de gains à la fin. Le risque ratio rendement de cette pattern est supérieur à 1 pour 4. Enfin, en moyenne, on va dire 1 pour 4. Ce qui veut dire que pour 2% de risque au maximum, j'entends bien, cette pattern générera à peu près en moyenne 4 fois plus, c'est-à-dire 8% de capital. C'est effectivement énorme, mais encore une fois, réservez ce 2% et considérez-le comme une limite. Et encore une fois, entre 0 et 2%, il y a tout un tas de nuances de gris dans lesquelles vous aurez le loisir d'évoluer en fonction des différentes qualité de signaux et de contexte auxquels vous aurez affaire. C'est là où il y a beaucoup de subjectivité et c'est justement là où vous ne devez clairement pas commencer avec 2% de risque si vous apprenez cette pattern, mais bien commencer au minimum avec 0,5 et comprenez bien que même 0,5% de risque sur ce stop loss là pourra générer jusqu'à 2% de capital, ce qui est quand même très intéressant. Et comme on l'a dit, cette pattern se reproduit souvent plusieurs fois dans le breakout. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça se produit en général en moyenne 2 fois. Ce qui veut dire qu'il y a certains breakouts qui n'en proposeront qu'une seule, certains breakouts qui en proposeront jusqu'à 3, ça va rarement au-delà de tout ça. Voilà, la validation se fait donc dès qu'on atteint le ratio 1 pour 1 ou dès qu'on le rejoint à nouveau dans le cas de la deuxième pattern. Ok. Et il n'y a pas de confirmation. D'accord. Cette pattern ne doit en aucun cas être mise à break-even, en tout cas pas trop vite. Ici, la règle qu'on va mettre en place, c'est que si la première pattern que vous venez de faire a été validée et qu'une deuxième pattern se repropose plus haut, au moment de la deuxième pattern, vous mettrez la première à break-even pour éviter de réinvestir le risque. Autrement dit, vous avez pris jusqu'à 2% de risque sur le premier trade. Vous n'allez pas reprendre 2% de risque sur la suivante en laissant le stop loss en place. Vous allez donc déplacer le stop loss de la première position à break-even et refinancer la deuxième. Autrement dit, vous réinvestissez continuellement jusqu'à 2% de risque sans jamais jouer cette stupide pyramidalisation de je prends 2%, plus 2%, plus 2%, plus 2%. Et là, boum, si vous vous retrouvez dans le malchance de il y a une grosse news qui vient tout démonter, ça repart tout dans l'autre sens, et bien au lieu de gagner 16-20% de capital sur ce magnifique trade, vous prenez un gadin, vous perdez 2 plus 2 plus 2, vous perdez 6% de capital. Ce n'est absolument pas possible. Donc on sécurise la position précédente si on en remet une suivante. Ok? J'espère que c'est clair à ce niveau-là. L'objectif, c'est évidemment ici de conserver ce trade le plus longtemps possible. Parce que, comme on l'a dit, si vous voulez obtenir ce ratio rendement d'1 pour 4, qui est clairement un game changer dans votre stratégie quand vous l'appliquerez réellement, évidemment, n'appliquez pas toujours 2% de risque et surtout pas au début, allez-y vraiment graduellement. Vous verrez clairement que l'effet liftant sur le capital, c'est absolument inratable. Vous le verrez clairement et la maîtrise de cette pattern, ça va changer votre vie de trader. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller trop vite, c'est là où malheureusement certains problèmes vont se mettre en place. On en parlera un peu plus en détail dans l'émission psychologique qu'on fera après. Ok? Donc j'espère que vous avez compris le truc. Je vous donne une petite gestion du risque alternative très pratique à utiliser si vous apprenez cette pattern. Comme il va y avoir plusieurs biais psychologiques, dont ceux dont on parlera après, dans l'émission qui sera allouée à ça, il y a une gestion du risque intermédiaire que je trouve donc très pratique pour la phase d'apprentissage, qui est de financer son stop loss. Dans ce cas-là, lorsque vous atteignez le niveau de validation, vous pouvez payer ce stop loss. C'est-à-dire que normalement, comme vous êtes proche d'un ratio 1 pour 1, en gros, si vous prenez 50% de la position sur le niveau de validation, vous allez pouvoir payer le stop loss. D'accord? C'est-à-dire que derrière, si le prix retombe sur votre stop loss, ça ne vous coûte plus rien. En fait, vous perdez vos gains. Voilà. Donc, ça me semble une gestion du risque. Pour la psychologie, c'est très cool parce que ça va vous détendre face aux différents problèmes psycho dont on parlera plus tard. Donc voilà, si vous voulez appréhender ces patterns-là pour les premières fois, c'est vraiment la meilleure façon de faire. De rester toujours inférieur à 1% de risque quand vous apprenez, et éventuellement de financer le stop loss comme ça, c'est très bien. Voilà, ça vous relâchera beaucoup la psychologie, et ça vous aidera évidemment à ne pas remonter les stop loss à break-even trop vite, qui est clairement une erreur. Et si vous le faites dans cette stratégie-là, vous allez vous faire dégommer les stops à break-even tout le temps. Il faut vraiment les garder sous les supports. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est la tendance qui nous permet
de gérer le risque ici et de compenser notre prise de risque agressive. Et dans une tendance, on peut revenir chercher les supports. Normalement, on peut difficilement les casser. Donc encore une fois, un stop loss mis à break-even, donc sur le support, peut être chassé. Un stop loss positionné sous le support a beaucoup moins de chances d'être placé. Ok? Donc attention à ne pas faire et à ne pas commettre cette erreur. Voilà, on en a fini pour la partie technique. Je vais ici passer sur un graphique. On va prendre à peu près 10 minutes pour vous montrer un exemple réel. Je prends évidemment pour la récurrence le suivi sur le S&P 500 qu'on a fait sur les stratégies de tendance précédemment. Comme ça, vous allez voir comment au sein de cette tendance, on aurait pu trouver le pullback, le breakout, 2 à 3 trades de suivi de tendance. Et clairement, vous allez voir que c'est clairement très très rentable. Si vous faites le calcul, vous verrez que l'ensemble de ces positions et les zones où on pourrait prendre les profits, c'est clairement quelque chose qui aurait eu un effet multiplicateur sur votre capital assez significatif. Et il y a en plus de ça d'autres patterns qui se produisent sur le S&P et qu'on verra dans d'autres émissions derrière. Donc plus vous connaîtrez de patterns, plus vous verrez de choses à faire sur un marché. Et évidemment, quand on a de magnifiques tendances comme on a connu à Wall Street ces dernières années, ces trucs-là permettent clairement d'obtenir un effet et un rendement sur le capital absolument stratosphérique sans jamais prendre trop de risques, puisqu'il s'agit à chaque fois de trouver plein de petites patterns en prenant des risques ponctuels de 1 à 2% qui, une fois sécurisés, sont réinvestis à des points cruciaux du marché jusqu'à arriver aux prises de profit où là, évidemment, c'est le jackpot. Allez, ceci dit, on passe au graphique sans plus tarder. Ok, alors, donc, comme je vous l'ai mis ici, alors évidemment, j'ai oublié mes petites flèches, je fais vite. Hop. Voilà, donc ici à gauche, je vous mets et représenter la zone sur laquelle vous pouvez appliquer ce truc-là. C'est-à-dire, ça s'arrête à la divergence. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en plus, cette pattern peut vous aider à prévoir la probabilité d'arrivée de la divergence. Dans ces patterns-là, on va le voir dans un cas ici un peu plus pratique. Ok? Donc, post-breakout, et on doit arriver à la validation de ce breakout. Ok? Donc nous ici, on voit bien que la zone de breakout se met en place par là. C'est là où on casse les trendlines. On doit reporter cette amplitude-là. Alors bon, moi je la marquerai ici, la zone de breakout. Ok, donc ça, reporté au-dessus, on voit bien que la target, c'est à peu près par là. Ok, bon, tout dépend ici où vous positionnez correctement ou pas votre niveau de breakout. Je peux comprendre qu'il soit placé ici, mais dans ce cas-là, votre niveau de validation, il est là-haut, et c'est pareil, hein, d'accord? Donc c'est qu'à partir de ce moment-là, ou celui-là, bon, moi je dirais plutôt celui-là, qu'on peut considérer donc que notre pattern peut se mettre en place. Ok? Donc, attention, c'est pas à partir du point de breakout qu'on le fait, mais à partir du moment où on atteint le niveau de validation. Donc, soit ici, soit là. Théoriquement, moi, j'accepterai les deux, puisque je trouve qu'ici, on a été bien tendanciel, mais il y a aussi, théoriquement, ici, pour le breakout, vous êtes supposé attendre la cassure des cycles et les clôtures au-dessus des contextes. Donc, si vous placez le niveau de rupture ici, et donc votre validation là, je peux tout à fait l'accepter. Bref, à ce niveau-là, on commence à travailler ici. Ok, je me mets en plein écran et on commence à bosser. Donc là, tout à l'heure, on était en hebdomadaire. Là, je vais donc, comme on l'a dit dans l'exercice, sur le time frame inférieur. Et je vais devoir travailler à la fois sur le canal de tendance et le canal de contexte. Petite astuce du chef, si vous avez un peu de mal avec ces multi-time frames, pensez à mettre votre canal de tendance de manière plus visible. Ça vous permettra de bien focaliser votre regard dessus. Puisque à la base, nous, on va surtout travailler sur le canal de tendance tout en surveillant le contexte, bien entendu. Ok ? Donc, ce qu'on pratique ici, c'est clairement une stratégie toute simple. C'est donc, comme on l'a dit, cassure du canal de tendance, qui est notre élément 1 dans notre schéma rationnel. On attend la formation de la troisième borne de range, on n'y fait rien du tout et on ne cherche surtout pas à la vendre. On attend que le range valide, mature, bref, peu importe. Ici, on a un joli ABC. Ça, évidemment, vous pourrez éventuellement l'acheter, mais on apprendra à le faire uniquement dans les patterns expérimentés. Donc, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on en parlera plus tard, rassurez-vous. Et donc, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de placer un ordre au marché au niveau de la troisième borne de range. On est donc déclenché ici. La validation se fait sur le ratio 1 pour 1 et vous voyez que c'est d'une chirurgie absolument flippante. Ok, et on se laisse porter à ce stade-là. Regardez, si vous foutez le stop à break-even, qu'est-ce qui se passe? Boum, vous vous faites dégommer. C'est complètement con. Ok. Donc ici, quand vous avez affaire à ça, théoriquement, ici, on aurait un peu, on va dire, le mix entre les deux patterns qu'on a vus. C'est-à-dire que ici, on casse la troisième borne et on revient même la chercher en pullback. Ça arrive. Mais par contre, ici, on ne multiplie pas son risque. Hein. On a pris son risque ici, maximum 2%. On ne s'amuse pas à faire le gogol, à repayer le retest derrière avec 2% de plus. Hein. Ça, on ne fait surtout pas. Donc, on reste bien dedans et vous voyez qu'il ne faut surtout pas mettre son stop à break-even trop vite.
ok? On se laisse porter, 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 ok, pas de souci, et on attend comme toujours, on est patient, on travaille sa psychologie. Bien évidemment, ici, la psycho va travailler et on fera une émission pour vous aider à la gérer correctement. Ça casse à nouveau le contexte, le canal de tendance, ok? On retourne jusqu'au contexte, mais pas suffisamment pour le retourner, donc pas de problème, la pattern reste active, puisque donc, rappelez-vous, si on la déclenche en 4 heures, ça va pas, ok? Donc là, tout va bien. On vient ici rechercher une zone de troisième borne et hop, squeeze. Ah, celle-là, c'est donc le deuxième style, on la squeeze. Ok, est-ce qu'on atteint le ratio 1 pour 1? Donc ok, on voit bien que le canal, il venait nous chercher par là. Est-ce qu'on a reporté l'amplitude? Ouais, donc ici c'est bon, 1 pour 1 retrouvé. On fait quoi? On place un ordre limite dans le carnet au niveau de la troisième borne de range. Vous êtes exécuté ici. C'est quand même perfecto. Là, en plus, pour la légitimité, vous aviez même le canal de tendance qui venait vous supporter. C'était clairement tout bénef par là. D'un point de vue technique, vous aviez tout ce qu'il fallait ici pour prendre justement un bon proche de 2% de risque, si vous maîtrisez bien les patterns. Et on continue. On note bien qu'on en est à la deuxième. À ce stade-là, on a mis ce trade à break-even et on se laisse porter. Ok, on sait que ça fait déjà 2 fois qu'on a la pattern. S'il y en a encore une, c'est probablement la dernière. Et on ne va pas aller bien loin. Ok, on se laisse porter. Cassure du canal de tendance. Donc c'est reparti. On revient ici. Canal de tendance. Ok. On positionne son niveau. Est-ce qu'on a atteint le ratio 1? Ah, et non. Là, le ratio 1 pour 1, il est là. Donc là, pas atteint égale non. On ne prend pas cette pattern. D'autant plus que c'est la troisième. Ce n'est pas le moment de sortir la bite à l'air. Donc ici, clairement, les stratégies en gestion du risque ne sont pas reconnues. Il n'y a pas les éléments qui s'alignent. Donc ici, on ne force pas le trade. Clairement pas. On ne prend pas celui-là. Et on voit bien, boum, là, on retrace bien jusqu'au contexte. C'est bien violent en termes de repli. On vient même retester la moyenne. Le truc ici, c'est que ça rebondit tellement vite que là, le contexte n'a même pas le temps de se retourner. Mais ici, clairement, moi, comme on a raté la première pattern ici, je me dirais quand même, je pense qu'on est en train de la faire en 4 heures, ma pattern. Ok? Donc, dans ce cas-là, on est en train de la faire sur mon unité de contexte. Ok? Je retrouverai une troisième borne de range à peu près par là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors là, c'est vraiment le cas spécifique du S&P où c'est allé vraiment tellement vite sur ce V-bottom que je peux tout à fait comprendre si vous dites « Mais attends, il n'y a pas la pattern, on n'a pas retourné le contexte. » Bon, je peux le comprendre, clairement. Donc, dans ce cas-là, que vous le considériez ou non, moi, clairement, ici, je dirais que oui. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, la pattern se déclenche en 4 heures. Et si elle se déclenche en 4 heures, rappelez-vous bien que derrière, au ratio 1 pour 1, il faudra récupérer vos profits. Okay, vous tracez votre ligne et vous vous dites, toujours pareil, en clôture, le ratio 1 pour 1, il est précisément là, hein, c'est absolument chirurgical. Quand on arrive ici, vous devez récupérer ce trade et ce trade. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, recalculez et rappelez-vous le risque ratio rendement. Vous êtes rentré ici avec un stop loss là, d'accord, c'est-à-dire 5% du prix de l'actif, avec un risque de 2%. Ok, regardez ce que ça a rapporté. Hein. Donc là, vous aviez 100 points de S&P 500 en stop loss avec un risque de 2%. Vous allez récolter 400 points. Comprenez bien ce ratio 1 pour 4. Et là encore, je ne me suis même pas positionné sur le truc correctement. Ok, donc je vous dis que c'est vraiment très rentable et vous en avez la preuve ici. Vous prenez 440 points de S&P 500 en gain pour un risque de 100 points. Ok, pour celui-là, on est un peu moins parce que c'est la deuxième, évidemment. Ok, là, sur celle-là, vous allez gagner 275 points pour à peu près la même chose, 100 points de risque. Ok, donc l'un dans l'autre, vous voyez que ça fait grosso merdo un ratio d'1 pour 4 à peu près en moyenne. Ok, donc ici, vous pensez bien à récupérer vos gains. D'accord? Si vous voulez jouer la pattern 4 heures, c'est à votre propre discrétion. C'est-à-dire que selon le contexte technique, ici, comme vous avez une borne 4 heures squeezée, vous pouvez vous tenter l'achat sur la quatrième borne. Ok? Enfin, sur la 4 heures. Le tenter ici, donc, de payer votre achat et de jouer la pattern en 4 heures. D'accord? Jusque-là, pas trop de soucis. Par contre, une règle essentielle, une fois que vous avez atteint la pattern en 4 heures, je ne veux plus vous voir chercher les patterns en horaire. La pattern 4 heures marque la fin de votre schéma. Vous pouvez trader si vous êtes chaud la pattern en 4 heures, mais soyez pas trop gourmand. D'accord? Pensez qu'à ce moment-là, normalement, c'est là où vous allez voir apparaître les phases de divergence. C'est-à-dire que si vous tracez les lignes de tendance résistantes, le marché n'arrive plus à venir les chercher. Il commence à freiner. Donc normalement, si vous avez compris le message que je vous envoie ici, et on en reparlera quand on parlera de la structure de divergence, le fait de déclencher la pattern sur le time frame -1 par rapport à la référence,
notre référence ici donc en hebdomadaire, quand on déclenche la pattern sur le daily, ça traduit normalement la forte probabilité de voir apparaître une pattern de divergence. Il y aura d'autres clusters qu'on verra sur la pattern de divergence elle-même, mais celui-ci nous aidera. Et on voit bien ici clairement que ça commence clairement à diverger. À ce moment-là, on s'arrête. Ok. Si vous tradez la pattern en 4 heures, je vous donne la petite astuce. Bon là, on rentre vraiment dans du trading d'expérimenté. Hein. C'est-à-dire ça, faites-le de trader la pattern en 4 heures uniquement, enfin en daily, uniquement si vous êtes expérimenté. À ce stade-là, vous verrez que une fois validé, ok, donc on revient chercher le ratio 1 pour 1, ça broute à mort, ça broute à mort. Et qu'est-ce qu'on fait? On recasse le canal de tendance, on refait une troisième borne de range tendance. Moi, personnellement, si j'avais payé le trade 4 heures, le trade daily, pardon, je le récupérerai en profit ici. Ok? Bon, après, ça, normalement, pour les expérimenter, ce sont des mécaniques de prix que vous comprenez beaucoup plus facilement, bien entendu. Ok? Donc, n'oubliez pas ce genre de truc. Si vous voyez que ça freine, récupérez les trades en 4 heures, puisque c'est celui-là qui est plus... Enfin, daily, c'est celui qui est plus risqué que les autres. Vous pouvez également récupérer dès qu'on tente de déborder les contextes, ce genre de truc. Ok? Mais à ce stade-là, sachez que vous êtes là pour récupérer les miettes, puisque la phase de divergence a beaucoup de probabilité de voir apparaître le pullback, c'est-à-dire le moment où le marché retrace sur le contexte du T supérieur, le contexte de notre référence, et c'est exactement ce qui se passe ici. À ce moment-là, notre divergence valide et vient chercher le pullback. Rappelez-vous également les notions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire que si vous avez carrément squeezé toute la partie où vous deviez récupérer vos bénéfices avant, ok, vos trades normalement ne sont pas stoppés ici, d'accord? Regardez celui-là, même si vous... Alors vous ne pouvez pas le mettre à BE, normalement son stop est toujours là. Est-ce qu'il est stoppé sur le pullback? Non. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit, si le pullback renverse le contexte, vous êtes obligé de récupérer tous les trades en tendance sur la troisième borne. Donc ici, même si vous n'arrivez pas à gérer vos prises de profit, normalement les règles qu'on a vues précédemment sont des sécurités qui vous permettront de récupérer vos gains ici. Ok? Autrement dit, le seul problème, c'est qu'au lieu de les récupérer là, comme vous devriez le faire, vous les récupérez en fait au même prix. La différence, c'est que vous aurez subi tout ça en risque. C'est-à-dire que vous aurez exposé votre capital aux aléas de marché pendant toute cette période-là. Voilà pourquoi on essaye de les sécuriser assez vite, donc de détecter l'occurrence de la pattern sur le time frame -1. Dès que ça se produit, on arrête, on récupère ses profits sur l'objectif de cette pattern, si possible, ou au moins 50%. Donc au début, récupérez tous vos profits. Si vous voulez après jouer un petit peu plus la tendance, rappelez-vous que normalement le pullback n'est qu'un retracement intermédiaire qui ne met pas fin à la tendance, puisqu'il y a normalement derrière les excès finaux. Donc quand vous êtes vraiment expérimenté, la règle que je vous donne, c'est quand vous récupérez vos profits ici, récupérez seulement 50%. Et gardez encore une fois ces trades, parce que normalement on va essayer de les tirer jusqu'à l'excès final. C'est beaucoup plus risqué, ça nécessite évidemment là une très bonne maîtrise psychologique, et on verra tout ça avec la maturité, bien entendu. Ok, donc petit à petit, je vous lift vers des prises de risque toujours plus exacerbées, mais j'espère encore une fois que vous comprenez que si vous essayez tout de suite de vous retrouver au sommet de la montagne, ça ne marche pas. Le chemin est très long et encore une fois, il est important, à la fois pour travailler votre psychologie et tous les aspects de maturité, parce que ces patterns commencent à devenir de plus en plus complexes, elles font référence à beaucoup d'autres patterns passés, et si vous commencez déjà à mélanger les trucs parce que vous avancez trop vite, c'est là où, encore une fois, on augmente la prise de risque. Si vous ne la compensez pas par une bonne maîtrise de ces risques, là pour le coup c'est l'effet inverse sur votre capital. Ok? Allez, on en a fini pour cette pattern. Je vous mets en conclusion. Ok, donc comprenez bien et j'insiste là-dessus. Si vous allez trop vite sur ces patterns, ça va très très mal se passer. C'est vraiment là, comme on l'a vu sur la troisième borne de range, à peu près 6 mois pour arriver à bien maîtriser ça. C'est-à-dire entre 3 et 6 mois, c'est la durée que vous devez considérer pour le premier trade que vous prenez sur cette pattern ou le début de votre maîtrise, c'est-à-dire vous faites un peu de replay, vous essayez de vous familiariser avec la pattern sans forcément la trader. Mais bon, à ce stade-là, vous n'allez pas faire du replay pendant 3 semaines. Normalement, vous allez vite comprendre le principe et vous allez vite vous mettre en application. Parce que ça fait juste appel à des connaissances que vous avez déjà. Donc, normalement, ça va plus vite. Mais par contre, n'oubliez pas que si vous commencez à 2% de risque, ça ne va pas du tout. Donc, commencez à 0,5. C'est vraiment pas mal. Et vous verrez déjà un effet sur le rendement du capital. 0,5 x 4, ça fait 2%. Ça fait toujours plaisir. En plus, surtout, comme on dit, ça peut être 2% plus 2%. Si vous en prenez 2, sachant que 2, c'est à peu près la moyenne que vous avez sur cette pattern au sein d'une tendance. Plus la tendance est longue, plus vous aurez d'occurrences. Ici, sur le S&P 500, on était en pleine magnifique tendance hebdomadaire. Effectivement, à ce moment-là, il y en a quasiment 3 des patterns qui se déclenchent. La dernière, comme on l'a vu, était un peu borderline, mais vous pouviez la trader sur le time frame de référence -1.
Ce qui fait que vous aviez dans ce cas-là 3 trades. Et encore une fois, sur le S&P 500, on va retravailler dessus dans les émissions suivantes. Vous allez voir que j'en ai d'autres des patterns à vous donner. Et là, on ne parle même pas encore des patterns expérimentés. C'est-à-dire que sur cette tendance et sur cette portion de breakout du S&P 500, il y a tout un tas de trades expérimentés que je vais vous apprendre à prendre derrière, payer les quatrièmes bornes de range et tous ces trucs-là. Donc en soi, vous en avez bien plus que 3 des trades dans cette phase-là, sans compter que vous avez normalement l'accumulation plus le breakout. Vous comprenez que la fin, mis bout à bout, sans jamais prendre beaucoup de risques, vous allez carrément rentabiliser ces tendances et avec de l'effet de levier. C'est-à-dire que le fait de multiplier différentes positions fait que vous allez avoir une exposition de votre capital supérieure à la valeur du marché. Et à ce moment-là, vous allez donc clairement utiliser un effet de marge et un effet de levier sans jamais faire n'importe quoi et sans jamais exposer réellement votre capital à un risque supérieur à 2%. Puisque à chaque fois que vous reprenez un trade, vous devez sécuriser le précédent. Donc vous réinvestissez ce risque. Attention à ne pas commettre l'erreur que je vois chez certains formateurs de la pyramidalisation de la tendance. Si vous laissez les stops en bas sans les financer, là vous faites de la merde. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en train de pyramidaliser votre risque. Donc nous, on pyramidalise la tendance, mais on ne pyramidalise pas le risque. Jamais. Donc, si vous prenez un deuxième trade dans un suivi de tendance, tous ceux qui sont avant doivent être payés. Soit vous avez payé leur stop loss, soit vous déplacez à break-even. Rappelez-vous que si vous déplacez les stops à break-even trop vite, ça ne va pas marcher. Ok, rappelez-vous encore une fois que vous ne devez pas chercher à prendre un maximum de trades, mais à prendre seulement les trades qui rentrent dans les petites boîtes, qui respectent les règles. S'il y a quoi que ce soit qui a l'air un peu subjectif, ça atteint pas trop le ratio 1 pour 1, voilà, alors si ça frôle, c'est bon. Mais encore une fois, si vous êtes carrément loin, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas appliquer la pattern. Il vaut mieux ne pas prendre ces trades que de les prendre pour se faire dégommer 1% de capital. C'est complètement débile. Normalement, la tendance doit vous protéger, mais c'est pas non plus y aller comme un débile dans une voiture lancée à 400 km/h. Voilà, c'est une ceinture de sécurité, ça vous permet de rouler. Normalement, ici, comme c'est une autoroute devant vous, vous allez pouvoir rouler un peu vite, mais il ne faut pas non plus faire le débile à rouler à 400 km/h dans une Lambo. Hein, voilà. Donc, c'est un peu le délire. Essayez de comprendre ça. Toujours pareil, on exploite ici une stratégie spéculative plus risquée parce qu'on peut compenser ce risque d'une autre façon. Normalement, ces logiques-là, vous les avez largement incluses dans votre compréhension à ce niveau-là de la progression. Normalement, là, clairement, quand vous maîtrisez cette pattern, et j'insiste, aujourd'hui, je passe longtemps à faire cette émission parce qu'elle est cruciale dans votre stratégie et dans votre formation, vous allez probablement devoir la regarder plusieurs fois. Et sa maîtrise prend du temps. Donc, c'est vraiment une des émissions clés, tout comme celle sur la 3e borne de range. Je dois dire que si je dois résumer la mission la plus importante dans la partie en tendance, c'est vraiment celle-là. Mais, comme je vous le dis, c'est la plus importante, mais elle ne prend sa valeur que si vous maîtrisez toutes celles qu'on a fait avant, ce qui fait qu'en soi, tout est à peu près important, mais celle-là, vous risquez d'avoir à la revoir plusieurs fois. Ceci dit, j'arrête de blablater sans fin, je vous mets un petit récap. Prenez votre temps sur cette pattern, vraiment, prenez votre temps, s'il vous plaît, et maîtrisez-la bien avant de passer aux suivantes, parce que les suivantes, on va voir, elles s'ajoutent aussi, mais essayez de ne pas tout mélanger en même temps. Maîtrisez d'abord celles-là, c'est celles qui ont un effet multiplicateur sur votre capital très conséquent. Donc, il faut maîtriser celle-là avant de passer à la vidéo suivante, s'il vous plaît. Et donc, comme on l'a dit, ça prendra 3 à 6 mois. Donc, maintenant, là que vous avez regardé celle-là, pause. Vous n'allez pas tout de suite regarder la suivante, s'il vous plaît. Mettez en pratique, tout doucement, etc. Allez, bye bye.